exploiter la puissance de l'IA pour une collaboration homme-machine totale. Donc on remercie le salon SIDO de nous avoir invités. On va faire un rapide tour de table. Je vais rappeler pour tout le monde quand même l'intitulé de cette session. Donc accroître les performances de l'entreprise, c'est bien, mais augmenter les travailleurs, c'est encore mieux. En cela, l'IA est souvent sous-exploitée et limitée à son potentiel d'automatisation des tâches et des performances. Une meilleure alliance homme-machine et donc une meilleure exploitation de l'IA permet d'aller beaucoup plus loin et de réinventer les processus métiers. Nouveaux rôles, nouvelles façons de collaborer, cap vers des processus vivants. Waouh! Donc, on a la chance d'avoir avec nous Laurent Couillard, président de eNews, je vais laisser le présenter dans un instant, et également Benoît Sinet, président de Mamata, qui va également pouvoir nous présenter sa structure. Laurent, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Laurent Couillard, donc je suis fondateur et président d'eNews. eNews, c'est une start-up dédiée au monde industriel qui fournit un logiciel SaaS pour aider à développer des modèles intelligents dans les usines, donc avec un fort relationnel vers l'humain, bien entendu, avec un objectif d'améliorer l'éco-efficience des usines. On a principalement 2 lignes de business, directement les usines de production, donc on est présent sur 150 sites dans le monde, ou des fabricants de machines qui, eux, mettent à disposition des services connectés dans les usines. Et on a 1600, un peu plus de 1600 machines connectées sur lesquelles on fournit des services à forte valeur ajoutée. Benoît. Bonjour, donc Benoît Sinet, je suis directeur des opérations chez Mamata. Mamata est une start-up qui édite des solutions applicatives intelligentes, en s'appuyant notamment sur les solutions apportées et l'infrastructure proposée par eNews. Et on travaille tout particulièrement dans le secteur de la BVP, donc la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie industrielle. Et donc on développe des outils à destination des fabricants de machines et puis à leurs utilisateurs. Merci beaucoup à tous les deux. Comme vous voyez, on a donc des solutions, des utilisateurs. Donc on a vraiment les cas d'usage, les acteurs de cas d'usage data et IA rassemblés. Et donc c'est l'occasion de poser toutes les questions pour avoir tous les détails. Moi-même, je suis Marc Damès-Fontaine. Je suis directeur dans les équipes conseil de PwC, avec tous les domaines de la technologie et en particulier la data et l'intelligence artificielle. Alors avant de commencer cette discussion, je voulais rappeler quelques grands chiffres. Ça fait toujours du bien de les avoir en perspective. C'est un peu du standard, mais voilà, ça permet quand même de donner l'ampleur de la discussion et des enjeux qu'on a dans l'IA et la collaboration homme-machine. Les investissements dans l'IA sont toujours plus nombreux. Un en particulier, entre 2019 et 2020, les investissements, notamment dans l'industrie pharmaceutique, ont été multipliés par 4 en un an. On est passé à 13 milliards de dollars d'investissement. Les compétences sollicitées par les industries sont également en grand changement. Avant, les docteurs en IA, donc les vrais data scientists très expérimentés, une forte compétence théorique, partent pour 65% d'entre eux dans le monde industriel, alors qu'il y a encore quelques années, en 2012, ils n'étaient que 40%. Donc on a beaucoup plus de compétences de haut niveau qui se déversent dans l'industrie. Pour ce qui est du manufacturing, l'IA est au cœur des développements. On a une hausse de la demande d'emploi du manufacturing qui représente rien qu'à elle seule, le manufacturing et l'IA, la combinaison manufacturing-IA, 2% de toutes les offres d'emploi du marché. Donc c'est en croissance de 100% sur ces 5 dernières années. Et puis alors, je pense quelque chose qui a été significatif, tout le monde ne suit pas forcément toute l'actualité sur l'IA, mais vous savez qu'il y a des challenges qui se lancent régulièrement, avec tous les GAFA qui ont des compétitions les plus violentes les unes que les autres. Une compétition qui m'a marqué l'année dernière, c'est la capacité à pouvoir améliorer la vision par ordinateur. En particulier,
la capacité de pouvoir reconnaître la profondeur à partir d'une image 2D. Donc il suffit d'une seule caméra maintenant pour comprendre toute la profondeur d'une image. Et allez, il y a encore 2 ans, c'était une tâche qui était très difficile. Et il y a eu cette année, enfin l'année dernière plus exactement, avec Facebook, qui travaille beaucoup sur Oculus, un gain énorme où on a augmenté la précision de 75%. Donc il faut imaginer que maintenant, n'importe quel type de caméra, dans n'importe quelle chaîne de montage, contexte industriel, ce qu'on veut, est capable de vraiment analyser une scène en 3D, comme le fait un humain, pas besoin de 2 caméras ou des choses complexes. Une image, n'importe quelle caméra standard peut comprendre la profondeur. Et puis un dernier objet, mais on y reviendra tout à l'heure. De manière générale, la tendance s'accélère. On a de plus en plus d'électronique, avec des connectiques de plus en plus standards, de plus en plus miniaturisées, de plus en plus discrètes. Donc la capacité à aller capter de la donnée est de plus en plus généralisée. Alors je vais le dire comme tout le monde, je suis désolé si ce n'est pas très original, mais les moments d'investir dans l'IA, c'est vraiment maintenant. Alors je voudrais aussi faire une petite parenthèse avant de laisser d'ouvrir la discussion avec nos invités. J'ai moi-même fait un doctorat en IA sur un sujet vraiment homme-machine. C'est pour ça que je pense que le salon SIDO est venu me chercher. Et je voulais vous partager mon expérience de mes recherches. Alors ça date un peu, c'était il y a une dizaine d'années. Mais je pense que c'est très important s'il y en a d'entre vous qui veulent construire des cas d'usage pour une meilleure collaboration homme-machine. Donc mon doctorat portait sur comment améliorer la performance du dialogue homme-machine, parce qu'il s'agit d'un dialogue. Très clairement, l'homme parle à la machine répond à l'homme. La data est le médium qui transite entre l'homme et la machine. Donc elle représente factuellement toutes les interactions, toutes les réponses, les questions-réponses. Mais en analysant uniquement cette data, on souffre d'un manque d'informations, bien qu'elle soit exhaustive en tant que telle sur le dialogue, on souffre de tout le contexte du dialogue. D'accord ? Et l'IA, si on ne lui amène pas ce contexte, qui comprend quoi ? Qui comprend les objectifs de cette interaction. Dans les traces, on n'a pas d'objectif, on ne sait pas exactement pourquoi la machine fait quelque chose ou pourquoi l'homme demande. Qui comprend les compétences, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des traces et des logs qu'on sait tout ce que la machine peut faire, ou à l'inverse, on sait tout ce que l'homme peut faire. On a un historique dans les données, mais on n'a pas forcément tout. Et les capacités, quand est-ce qu'elles peuvent faire les choses, à quel moment elles peuvent se déclencher, etc. Donc il faut pouvoir contextualiser le dialogue. Je pense que c'est très important. Quand vous allez analyser, si vous souhaitez faire des cas d'usage qui analysent toutes les informations de ce dialogue, il faut pouvoir la mettre en perspective dans des informations qui ne seront pas de base dans des dialogues homme-machine. Il faut rajouter un petit contexte. Alors du coup, j'en viens à ma première question. À Benoît, puisqu'il est un des utilisateurs, il a mis en production des systèmes d'automatisation intelligents sur ces machines. Comment on fait pour amener cette nouvelle information intelligente sur des sites avec des machines? On a travaillé avec Mamata, avec un acteur important de la boulangerie industrielle qui s'appelle Mecaterm, qui vend à travers le monde des machines et des lignes de production complètes. C'est une entreprise française qui a industrialisé finalement la fabrication de baguettes de pain. C'est ce qui a fait sa renommée au départ. Et on a travaillé ensemble pour développer en fait un outil qui permette de répondre aux challenges de leurs clients, c'est-à-dire les boulangers industriels. Donc une boulangerie industrielle, c'est une usine qui fabrique jusqu'à 12 000 baguettes à l'heure. Et quels sont les défis et les challenges de ces boulangers industriels ? Eh bien, premièrement, c'est délivrer des produits de qualité. La deuxième chose, c'est d'avoir des installations performantes, des lignes performantes, c'est-à-dire en capacité de délivrer le nombre de produits attendus. Et le troisième élément, c'est d'exceller sur le plan opérationnel, c'est-à-dire de maîtriser les coûts de production et d'exploitation des lignes de production, tout en maintenant la disponibilité des machines. Alors on s'aperçoit, quand on a commencé à travailler sur le sujet, que finalement tous ces challenges reposent beaucoup sur la compétence des femmes et des hommes qui sont sur le terrain,
qui sont auprès des machines, qui chaque jour opèrent, règlent les machines et interviennent pour faire des opérations. On est dans un contexte très compliqué. Je pense que ça ne concerne pas que la boulangerie industrielle, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour faire ces travaux qui ne sont pas forcément très valorisés. Et donc c'est un défi à part entière pour les boulangers industriels parce qu'ils doivent à la fois capter et aller chercher cette main-d'œuvre, essayer de les former ensuite. Donc ça demande du moyen et des ressources et du temps. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, il faut qu'ils fassent en sorte de les conserver. Donc l'information intelligente, l'intelligence artificielle, à mon sens, peut contribuer beaucoup pour relever ces défis. Et je vais vous donner un exemple concret qu'on a eu l'occasion de déployer, et en fait qui consiste à... c'était une appli qu'on a mis justement vraiment destinée à ces personnes de terrain, avec 3 objectifs qui étaient d'informer ces personnes, de les former, de les informer et ensuite de les accompagner. Donc la partie formation, ça consiste au travers de l'applicatif d'avoir un ensemble de contenus sur le fonctionnement des machines, alors avec des choses très basiques, très simples, à quoi ça sert, pourquoi, comment ça marche, et avec la possibilité d'aller beaucoup plus dans le détail et avoir des informations beaucoup plus pointues sur même des éléments de maintenance, comment régler la machine, etc. Le deuxième volet, c'est de les alerter. Et en fait, on va le faire autour de trois sujets principaux, qui est l'intégrité de la machine, c'est-à-dire est-ce que la machine est en bonne santé, et est-ce qu'elle va le rester surtout. Donc là, on est dans le monde de l'analyse prédictive et l'anticipation des défaillances machines. Le deuxième élément, c'est la performance de la machine ou la performance de l'installation. Et le troisième élément, c'est la qualité du produit. Donc le point commun entre ces trois sujets, c'est qu'on se repose sur ce qu'on appelle la détection de signaux faibles. Et on vient informer en fait l'opérateur ou le technicien d'une information qui est imperceptible à l'œil nu, que le cerveau humain n'est pas en capacité de détecter, même s'il est à côté des machines. Et puis le dernier volet, c'est qu'une fois qu'on l'a informé, on va l'accompagner. Et l'applicatif, de façon très concrète, va l'accompagner dans le diagnostic pour identifier d'où vient le problème, et ensuite va l'accompagner dans la résolution du problème. Donc, in fine, l'objectif de cet applicatif, c'est d'augmenter ces opérateurs. C'est de faire en sorte qu'ils soient plus efficaces dans leurs tâches au quotidien et en leur apportant plus d'autonomie. Alors ça, c'est quand même formidable parce qu'on dit qu'on va donc amener de l'IA sur la machine, on connecte la machine, on lui donne une capacité d'analyser sa propre productivité, sa propre performance. Et puis au final, on se rend compte que ça ne marche que si on augmente aussi l'humain. Donc il faut pouvoir donner une nouvelle information à l'humain pour interpréter cette nouvelle machine intelligente. Du coup, ça transforme complètement le métier et tous les processus qui sont liés. Alors, cette information est nouvelle, comme la technologie qui la génère également. Et donc là, je vais demander à Laurent, comment on fait pour concevoir cette nouvelle information, ces nouvelles technologies, quels sont les enjeux, comment ça se développe? Alors, le sujet de la technologie est un sujet important. On parle de l'IA, mais plus largement, pour arriver à faire l'applicatif dont parle Benoît, il faut avoir un scope de technologique assez large. Et je dirais qu'il y a un super alignement des planètes sur ces technologies-là, parce qu'elles sont de plus en plus disponibles. On le voit au Salon du CIDO d'ailleurs, depuis la collecte des données, depuis la sécurisation du transfert, la partie cybersécurité sur les clouds. On voit bien que toutes ces thématiques-là existent, plutôt de façon parcellaire, mais elles existent et elles doivent être assemblées. Donc il y a une accessibilité à ce système-là. Il y a aussi, il faut le voir, on l'a revu aussi pas mal sur Global Industry et tous ces salons-là, et on le voit dans les machines mécathermes, les équipements industriels sont vraiment des équipements mécatroniques. Donc il n'y a plus que des machines qui sont pas que mécaniques, elles sont toutes mécatroniques, donc elles déversent une quantité de données importante. Alors, des fois trop, il faut essayer d'arriver à affiner. Mais du coup, toute cette chaîne-là, la chaîne technologique qui permet de ramener la donnée,
la stocker, l'interpréter, la restituer, c'est des choses qui sont maintenant accessibles. Alors l'enjeu, c'est quand même d'arriver à en faire une chaîne logique intégrée qui permet facilement de faire cette chaîne-là. Facilement, c'est pouvoir aller rapidement, pouvoir le faire de manière assez frugale, c'est-à-dire pas forcément récupérer des masses de données, mais plutôt récupérer les données qui sont utiles, parce que tout n'est pas forcément utile. Et on l'a vu dans des discussions avec Benoît, si on produit trop de données à l'humain, il est perdu. Donc il faut aussi arriver à ajuster ce flux de données et donc de faire quelque chose qui soit intégré et qui soit compatible avec l'accessibilité humaine derrière. Et puis, il faut lui donner du sens. C'est-à-dire que la donnée pour la donnée, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de donner du sens. Et le sens, il est dépendant de la personne à qui on veut donner la donnée. Un manager, il va vouloir avoir ses rendements, sa partie plutôt financière. Un opérateur de terrain, il va plutôt vouloir comprendre ce qu'il a à faire pour améliorer son travail dans son batch, dans ce qu'il a à produire. Donc, il faut vraiment lui donner du sens. Et c'est un travail extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail que de mathématicien. L'IA, ce n'est pas que de la mathématique, en l'occurrence ici, c'est de l'algorithmie, mais qui doit finir par donner un sens qui est traduisible pour l'opérateur final. C'est-à-dire qu'il faut lui donner le sens qui va être utilisé par le boulanger au pied de la machine. Et il ne faut pas forcément lui expliquer la complexité de la manière dont on a lui apporté l'information. Il faut lui donner le résultat dans son langage à lui. Donc il y a quand même des multiples traductions à faire de la donnée. On reçoit la donnée, on la traduit en langage mathématique, algorithmique, et on la retraduit dans un langage exploitable par l'humain derrière. Et ça, c'est important, et c'est d'autant plus important qu'il y a un sujet dont on a absolument besoin dans cette chaîne-là, c'est la boucle de retour. C'est-à-dire que si on n'exploite pas la capacité qu'a l'humain d'interpréter le résultat final et de labelliser ce résultat final, on n'est pas capable de dire à un algorithme qu'il a faux. Et donc, il n'est pas capable de s'améliorer. Donc, il faut absolument que le sens soit donné à l'opérateur et que cette boucle de retour soit faisable pour pouvoir enrichir le système. Je dis toujours, quand on fait un modèle prédictif dans une usine, on n'attend pas la casse réellement, parce que l'usine, elle n'a pas intérêt à attendre la casse. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un modèle préventif, et donc les techniciens savent très bien, à une périodicité donnée, intervenir sur des périodes de maintenance. Donc, ce qu'il faut qu'on obtienne pour faire du prédictif, ce n'est pas la casse, c'est le symptôme de la casse. Et le symptôme de la casse, c'est bien la boucle de retour des gens de terrain qui sont capables de nous dire, là, on pense que ça va commencer à casser. Et là, on a un label qui est le label qui devient l'élément de prédiction. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Dans cette boucle-là, c'est une boucle qui est assez riche sur ce sujet-là. Et ça veut dire que dans ce schéma global de technologie, donc on est capable d'assembler toutes ces briques technologiques, de leur donner un moyen de gérer cette volumétrie de données et dans une démarche assez frugale, encore une fois, de leur donner du sens. On distingue finalement vis-à-vis de l'humain deux rôles là-dedans. On distingue un rôle qui est un rôle data scientist, la personne qui va concevoir cette intelligence-là, qui a la fonction et la responsabilité de digitaliser cette expérience, soit par une connaissance explicite, soit par des connaissances implicites, et donc d'aller chercher des algorithmes pour décrire les phénomènes physiques. Ça, c'est la partie édition. Et puis, il y a la partie consommation. Et la partie consommation, elle est super importante. Elle est même critique dans la démarche. C'est-à-dire que si on a le plus bel algorithme prédictif du monde, si derrière, l'action n'est pas faite sur le terrain pour modifier, ça ne sert à rien. Et cette boucle, cette action finale de l'opérateur et son retour sur la détection des faux positifs, etc., est primordial pour enrichir. Donc c'est bien un cercle vertueux qu'on est en train de faire là-dessus. Et finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de cercle vertueux sans une correspondance et une collaboration IA et humain dans le système. Ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment très important d'avoir ces notions de boucle de feedback. Et alors, ça me fait penser qu'en fait, quelque part, on n'est pas en train de créer une collaboration homme-machine, parce que ce n'est pas un collabeur, on n'est pas tous les deux en train de travailler. Quand on donne de l'intelligence à la machine, on est davantage dans une coopération. C'est-à-dire que l'humain va apprendre à la machine, et la machine, à son tour,
doit aider l'humain à performer mieux. Donc l'idée, je pense, de coopération, de coopérer avec sa machine, où avant on avait des machines esclaves. Elles sont toujours à notre service, évidemment. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on conçoit les machines, pour qu'elles réalisent des tâches à notre place. Maintenant, les machines peuvent nous envoyer une information comme un expert le ferait. Et donc, il faut pouvoir mieux coopérer avec l'expert qui est embarqué dans la machine. Donc ça change complètement le paradigme de la machine, parce qu'on a la machine qui devient un petit peu intelligente dans ce qu'elle sait faire. Un four, par exemple. Il devient intelligent, il sait quand est-ce qu'il a été mal paramétré, ou quand est-ce qu'il est temps de lui faire un cycle de nettoyage, ou quand est-ce qu'il faut régler la température différemment, etc. Tout un tas de choses. Et donc là, si on parle de machines intelligentes, on sait bien que c'est l'humain qui reste au centre de la valeur, et c'est de la même façon que l'humain rend des services. Est-ce que ça change le rôle de la machine ? Laurent, j'ai envie de t'entendre là-dessus. C'est ça qui est en train de changer profondément l'industrie. C'est-à-dire qu'on était sur une démarche d'amélioration continue qui était basée sur les audits humains, sur l'ensemble de la relation, de l'expertise et du partage de connaissances entre les personnes. Et là, on est en train de dire l'actif présent 24/7 dans l'usine, c'est la machine, et on est en train de lui injecter, de l'internaliser, un savoir-faire, un savoir-produire, à l'intérieur d'elle-même, et donc elle devient un intermédiaire extrêmement important de cette relation-là, au travers des équipes de production, au travers des équipes de technique qui supportent l'ensemble des éléments de l'usine, au travers du management. La machine devient suffisamment intelligente pour interagir dans ce schéma-là. Et ça va assez loin dans la démarche, puisque du coup, l'actif, le mode de collaboration, le mode organisationnel de l'usine peut changer. La machine est en capacité de suggérer quand est-ce qu'il faut changer une pièce. Ça change un peu la démarche de l'usine au global. Encore une fois, on ne retire pas la décision finale à l'humain, mais ça fait un intermédiaire nouveau, compétent dans le système. Et ça engendre des choses qui sont assez transformatrices, puisque si on pousse le sujet plus loin, nous on travaille aussi chez News avec des fabricants de machines, comme on le fait avec Mamata et Mecaterm. Et donc, c'est quoi la phase d'après ? La phase d'après, c'est que la machine, le four, soit pas un produit en tant que tel, mais soit un service. C'est-à-dire que le service, c'est de faire 12 000 baguettes à l'heure. Comme un humain, un service. Exactement. La machine, elle devient un propre service avec sa capacité d'interagir et de livrer l'ensemble des objectifs. Tu parlais d'objectifs, c'est de caler la machine sur l'objectif et son contexte, de manière à pouvoir participer à cette démarche-là. Et on voit bien cette ligne de tendance qui est la machine as a service, où l'augmentation des fonctionnalités permettent d'améliorer l'écosystème autour de la machine, parce qu'il y a contribution de la machine. Donc effectivement, dans ce qu'on est en train de voir, en tout cas dans les implémentations qu'on fait, on voit concrètement une modification du rôle de la machine dans le système. C'est pas simplement un actif, c'est un actif au sens ça actionne, ça fait de l'action. Parce que ça, c'est vraiment un changement complet dans la façon de gérer ces instruments et ces équipements. On n'est plus du tout dans une logique d'investissement pour acheter un bien qu'il faut amortir, etc. On est vraiment sur une logique presque d'OPEX, avec ses propres machines. On doit avoir un niveau de performance avec un objet qu'on achète, comme quand on consomme des ressources. Voilà. Donc, la notion d'équipement as a service se fait en grande partie grâce à l'analyse de données, à l'intelligence qu'on met dans cette analyse. Et alors, du coup, je reprends mes notes. Voilà, j'en étais là. Et à la capacité de la machine d'augmenter son écosystème. Parce que si on est sur une machine as a service, donc basée sur sa performance et sur le nombre de baguettes à l'heure, il faut bien que la machine soit en capacité d'aider le boulanger à atteindre cet objectif-là. Et donc, on est bien dans une machine qui augmente son écosystème pour atteindre l'objectif donné. Alors, concrètement, Benoît, encore une fois, toi qui as mis sur tes machines de l'intelligence, comment on opère un équipement intelligent ? Est-ce que tu as des exemples concrets de, voilà,
une machine intelligente, voilà, parce qu'avant on avait des opérateurs de machines, des techniciens, des cadres qui travaillent sur la machine, et puis maintenant on a une machine avec de l'intelligence. Qu'est-ce que ça change dans la collaboration? Comment on fait? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'IA, on est en capacité d'anticiper beaucoup au moyen d'algorithmes ou diverses façons de transformer la donnée, cette donnée qu'on capte sur les machines et sur les lignes ou les process des clients. On est en mesure en fait d'anticiper des situations à risque ou des situations dégradées, on va dire. Donc typiquement, on va être capable d'anticiper des pannes, on va être capable de détecter des dérives de la performance d'une ligne ou une dégradation de la qualité des produits. Et on obtient des résultats assez probants aujourd'hui à ces trois niveaux-là. L'enjeu majeur, Laurent en parlait, c'est surtout d'être en capacité, d'accord, on a cette intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va la traduire pour que ce soit compréhensible pour l'utilisateur, pour la personne de terrain. Et ça, c'est un défi à part entière. Et ça consiste à faire le pont entre le monde de l'IT, de la data science, de l'IA, etc., avec le terrain, avec le métier de ces gens-là. Et ça, c'est fondamental. On doit être en capacité, à partir du résultat de l'analyse qui a été faite, de retranscrire ça avec des mots compréhensibles pour les opérateurs et les techniciens. Des choses, donc de pousser une information dépouillée, interprétée. Et ça, c'est fondamental. Et puis, ce qu'il faut éviter à tout prix, et Laurent en parlait, c'est aussi l'infobésité, c'est-à-dire d'envoyer un tas d'informations aux utilisateurs. C'est le meilleur moyen pour qui n'utilisent pas l'outil. Donc, on veut vraiment être capable d'envoyer la bonne information à la bonne personne au bon moment et que ça ne prête pas à analyse ou interprétation par la personne. Ces éléments sont clés, c'est ce qui va faire que les utilisateurs vont s'approprier finalement l'outil. Dans notre cas, c'est une application. Pour vous donner je vous propose de prendre l'exemple en fait d'une alerte, donc d'un risque de panne. C'est-à-dire qu'on a un technicien, à un moment donné, l'appli vient lui taper sur l'épaule pour lui dire il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a un risque de défaillance si rien n'est fait. Et donc on va lui expliquer avec des mots très simples, compréhensibles, quel phénomène a été détecté par l'intelligence. Alors on va bien lui mettre, on va bien concrétiser en fait le phénomène par un visuel qui peut être une courbe de tendance, mais à aucun moment on va lui demander de l'analyser cette courbe ou de l'interpréter. C'est pas son job, c'est pas son métier. Et à partir de là, on va lui proposer les root causes, donc les sources probables qui peuvent expliquer le phénomène qui a été détecté. Et à partir de là, en fait, on va le prendre par la main et l'appli va lui apporter toutes les étapes, vraiment étape par étape, pour l'aider dans le diagnostic, donc identifier d'où vient le problème, et ensuite éventuellement dans la résolution de ce problème. Voilà. Évidemment, il y a des cas où la personne ne sera pas en mesure de résoudre le problème. C'est pour ça que l'appli en fait, lui permet de rentrer directement en contact avec un expert de l'OEM, donc du fabricant de machines, qui va pouvoir lui apporter un support. Donc, ce qui est important, c'est que l'IA et notre outil nous permet justement de capitaliser sur tous les événements qui se passent sur la vie de la machine, des défauts, de ce qui a été analysé par le client, des actions correctives qu'il a dû mettre en place pour résoudre le problème. Et tout ça, ça va être utilisé en permanence localement, mais aussi au niveau mondial. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les fabricants de machines. C'est que l'idée, c'est de proposer ces solutions pour les différents utilisateurs. Donc on peut imaginer sur un parc d'un même modèle de machine dans le monde entier de pouvoir capitaliser sur toutes ces informations et enrichir en permanence l'outil, que ce soit sur les modèles de détection, sur les alertes, mais aussi sur les root causes, donc c'est sur les éléments à proposer pour faire le diagnostic. Donc, juste un point qui est important dans ce que cite Benoît. On a parlé de fournir la bonne info, le sens à l'opérateur pour que l'action soit faite. Le travail qui a été fait là, c'est un travail de donner la bonne information, ni trop peu, ni trop. Et c'est super important. Le choix qui a été fait,
c'est le triptyque former, informer, accompagner. Il est extrêmement important parce que c'est 3 verbes qui représentent une action humaine finalement. On ne parle pas de technologie, on ne parle pas de data quand on dit ça, on parle aux humains. On veut former un humain, on veut informer un humain et on veut accompagner un humain. La technologie n'étant qu'un moyen. Et le choix qui a été fait quand il y a du prédictif sur les modèles de Mamata et de Mecaterm, c'est un choix qui a été de formaliser le résultat du prédictif avec une petite couche de formation, c'est-à-dire on explique quand même à la personne pourquoi ça s'est déclenché. Ça sert à faire comprendre aux gens qui sont proches de la machine ce qui se passe et à améliorer cette intelligence collective. C'est super important parce qu'on ne veut pas non plus transformer l'humain autour de la machine comme un simple exécutant. On veut qu'il y ait toujours l'esprit critique. Encore une fois, pourquoi on veut cet esprit critique? C'est pour la boucle de retour. Donc il faut former pour donner le contexte. Tu parlais aussi de contexte dans ton objet thèse. Donc il y a cette couche de formation. Il y a l'information claire qui est voilà ce que la machine a constaté, et il y a l'accompagnement qui est voilà la prochaine meilleure action que je te suggère, moi en tant que machine, toi en tant qu'opérateur. Donc il y a à chaque fois les 3 composantes. Et ces 3 composantes, c'est des composantes qui adressent la partie humaine, qui sont sous-tendues par la partie technologique, mais quelque part on la cache. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie d'interaction. Et c'est un vrai sujet d'interaction homme-machine quand on est en train de parler de ce genre de choses. Donc, côté technique, on a besoin de nouvelles compétences data scientist pour pouvoir faire l'analyse de données. Côté métier, on a besoin de former les gens qui opèrent déjà les machines. Juste pour bien comprendre cette notion-là de construire la bonne information, est-ce que du coup le système et l'alerte, le type d'information qui va être montée, est-ce que c'est conçu avec l'opérateur ou est-ce que c'est des experts je sais pas, théoriques, de conception de machines, qui opèrent pas forcément toute la journée les machines, qui vont dire, voilà, il faudra dire ça à l'opérateur en place. Comment on construit vraiment ces règles, ces alertes, concrètement? Est-ce que du coup, je prolonge ma question, est-ce qu'à chaque fois qu'on met une IA sur une machine, on va devoir penser toutes les règles spécifiques à cette machine? Benoît. C'est un travail qu'il faut faire évidemment avec des personnes qui ont une expérience sur l'exploitation de la machine. Parce qu'on se base, l'idéal c'est quand même de se reposer sur le retour d'expérience des utilisateurs, des personnes qui exploitent, pour connaître les points faibles. Typiquement pour les analyses prédictives, pour que ce soit bénéfique, il faut se focaliser évidemment sur les problèmes lourds qu'on peut rencontrer sur la machine. Typiquement, le four chez Mecaterm, c'est un four, il faut imaginer un four de 25 mètres de long, de 5 mètres de large, avec un convoyeur, donc un tapis en pierre, donc de plusieurs tonnes. Et on s'est rapidement focalisé sur les problèmes, sur les plus gros crashs qu'il y avait eu sur ce four. Et c'est ce qui a orienté finalement toute l'étude qu'on a faite derrière. Donc je pense qu'il faut, pour répondre à la question, il faut intégrer dans ce type d'études les spécificités de la machine, et peut-être on a tout intérêt à se focaliser sur les pannes connues pour être le plus efficace possible. Ouais, donc je comprends que du coup, ça tilt, je pense, c'est très fort comme message. Autant data scientist, les méthodes d'algorithme, on sait que c'est toujours les mêmes. De toute façon, ils sont tous disponibles en open source, c'est les solutions qui existent. Les mathématiciens, ils n'ont pas besoin de connaître la boulangerie ou comment on fait un four. Par contre, le système qui va améliorer la machine, le data scientist ne peut pas l'inventer tout seul. Lui, il aura juste de quoi repérer l'éventuelle panne qu'on aura dans le truc. Mais pour pouvoir actionner et rendre la machine intelligente, il n'y a que l'opérationnel qui lui-même peut dire moi j'aurais besoin de ce type de signal à ce moment-là qui me dise ce type de remède à appliquer dans le bon moment. Donc on est bien dans cette idée de coopération homme-machine totale. Il faut pouvoir donner à l'opérateur, quelque part aussi, le pouvoir de conception de la solution pour que lui-même améliore sa propre machine. Alors, maintenant on a l'impression d'avoir parcouru toutes les recettes. On se dit, voilà, on sait. Il y a les machines très intelligentes, il y a des voitures autonomes, tout ça. Bon, super, il y a même des fours hyper intelligents. Pourquoi il n'y en a pas partout? Pourquoi
ça y est, maintenant qu'on sait faire des objets intelligents, on a la méthode. Pourquoi ça ne va pas plus vite, Laurent? Pourquoi il n'y en a pas partout? Pourquoi on n'a pas des projets sans arrêt d'IA? Pourtant, moi, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Avec eNews. Je pense que... moi, je vois deux facteurs. Il y a toujours cet aspect de crainte qui reste. Moi, ça fait 6 ans et demi qu'on développe cette solution. On a toujours cette appréhension en disant oui, mais c'est quoi ces résultats, etc. Je pense que cette crainte-là, elle est basée sur l'envie de l'humain de garder le contrôle du système. Et il ne faut pas changer ça. Il ne faut pas enlever à l'humain le contrôle du système. Il faut, encore une fois, on parlait d'augmenter l'humain. Et je pense que le vrai sujet, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que tous ces systèmes intelligents, ils ne sont pas faits pour enlever le contrôle. Ils sont faits pour aider à la décision, ils sont faits pour apporter ce qu'on ne voit pas. Tu parlais de signal faible ou de données massives à analyser. On a des systèmes d'optimisation où c'est trop compliqué pour quelqu'un de faire ce calcul-là. Par contre, on n'enlève pas le contrôle. Et c'est ça qui est, à mon avis, une démarche intelligente, c'est de dire l'IA, elle est au service d'eux, elle permet à l'humain d'interagir, de valider l'action. Hein, nous, on n'est pas dans une boucle où on vient modifier directement le four. Hein, on ne change pas les paramètres du four comme ça en automatique juste parce que l'intelligence l'a décidé. On va demander l'autorisation à quelqu'un. Donc, il y a ce contrôle-là. Je pense qu'il faut que, globalement, dans l'imaginaire, intelligence artificielle, on dit on va remplacer notre cerveau par quelque chose qui le fait automatiquement. Et là, on a peur. Je pense qu'il faut démystifier ça un peu. Ce que l'humain doit garder, c'est son contrôle, le contrôle du système de production. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'IA devient un nouvel outil. Oui, c'est un nouvel outil qui des fois, n'est pas si nouveau que ça. Hein. Quand on parle de certains sujets un peu statistiques, etc., ça existe depuis longtemps. Il y a l'alignement des planètes qui permet de le mettre en place. Il faut bénéficier de ça, mais tout en conservant ce contrôle. Ouais, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et j'ai envie de rajouter un petit point. Tu dis l'IA est un nouvel outil, c'est vrai. C'est une nouvelle méthode, mais néanmoins, toutes les machines sont différentes. Donc ce nouvel outil, pour le poser sur une nouvelle machine et avoir une collaboration homme-machine totale, il faut le spécialiser, il faut faire en sorte que son opérateur comprenne améliorer les capacités de communication, de dialogue avec la machine. Et ce travail de conception, clairement, c'est des investissements à chaque fois. Il faut pouvoir pas réinventer la roue, parce que maintenant toutes les méthodes sont là et on sait que voilà, on a parlé le fait de capter la donnée, la traiter avec des algorithmes, avoir une boucle de feedback, pouvoir mesurer la performance, transformer son processus métier et ne plus avoir seulement un amortissement machine, mais un taux de service avec une productivité différente. Ça change vraiment complètement le business. Et le fait qu'il y ait tous ces cas d'usage, micro-cas d'usage quelque part pour chacune des machines, pour chacun des process, fait que c'est compliqué de tout faire à la fois. Donc on est bien sûr, non pas une IA qui est super, mais on est sur une multitude d'IA très différentes parfois, avec, on le sait, des multitudes de données très différentes, données très hétérogènes, d'algorithmes très différents qui, on l'a dit en introduction aussi, s'améliorent très régulièrement. Il faut pouvoir rester au goût du jour pour aussi proposer des nouvelles alertes et des nouveaux modalités d'action aux opérateurs qui, de toutes les façons, on le sait, seront toujours derrière les machines. Même quand on aura, pour revenir aux véhicules intelligents, on aura toujours des opérateurs pour superviser les parcs de voitures intelligentes. Bon, il n'y aura plus forcément un opérateur, un conducteur par machine, mais on aura forcément, on ne peut pas laisser, comme ça se fait d'ailleurs pour l'ensemble des véhicules de mobilité, on parle de mobilité as a service, hein, c'est bien le sujet d'avoir des objets qui sont à disposition de tout le monde. Tous les parcs sont supervisés. Donc le travail change vraiment dans la donne. Alors, est-ce que du coup, quand on est une entreprise et qu'on veut améliorer la coopération entre ses employés, ses collaborateurs et la machine, est-ce qu'on doit, Benoît, quel est ton avis? Est-ce qu'on doit chercher une plateforme générique qui doit être globalisante au niveau de l'entreprise, ou est-ce qu'il faut aller faire des cas d'usage vraiment spécifiques quand on veut vouloir aller améliorer la productivité globale de ces process? Intérêt à être sur une seule et même plateforme. Je pense que
c'est mieux d'avoir un seul outil, d'avoir une homogénéité. Ça me semble le plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent. Mais... Il faut les deux. Il faut une plateforme et il faut une modularité. Parce que tu disais, il y a plusieurs IA. Dans l'industrie, il y a une IA par fonction de transfert, quelque part. Vous avez plein de fonctions de transfert dans des machines, on décompose. Donc il faut une plateforme qui soit capable de faire une IA par fonction de transfert. Donc on est à la fois un objet opérant, parce que finalement, c'est le moyen le plus économique d'organiser la donnée et d'assurer sa cybersécurité, parce qu'à dispatcher dans plein de systèmes, on sait très bien que ça crée des failles. Donc, avoir une plateforme cybersécure, c'est un élément. Par contre, modulaire, c'est-à-dire qui est capable de générer une IA par fonction de transfert. Dans le four de Megaderm, il y a plusieurs fonctions de transfert qui ont été faites. Donc, c'est plusieurs modes d'analyse qui sont faits. Et je pense que c'est le bon découpage. Et ça permet de créer, en fonction du besoin, on vient chercher l'algorithme qui existe. Encore une fois, l'IA, on dit c'est nouveau, c'est l'alignement des planètes qui est nouveau, mais quelque part, les mathématiques, etc., ça existe depuis un certain temps. Donc maintenant, c'est sa mise en œuvre qui est facilitée. Et donc, il faut cette plateforme modulaire pour répondre à l'enjeu global. Et au niveau d'un site industriel, c'est plein de problématiques à résoudre. Donc, tout l'objet, c'est sur une plateforme de pouvoir donner ces réponses digitales à chacun de ces problèmes. Merci Laurent, merci Benoît. Il nous reste quelques petites minutes. On nous avait proposé de donner la parole à peut-être des questions qui seraient soit sur Internet, je comprends, soit dans la salle. Comme je vous ai dit dans l'introduction, on a ici des concepteurs de solutions d'IA et des utilisateurs qui l'ont mis en production. Est-ce que ça vous évoque des sujets en particulier ? Bonjour, ma question c'est sur la boucle retour. Je suis très intéressé par exemple à Megaterm. Qu'est-ce qui est offert à l'opérateur et comment exploiter son savoir-faire autour de la boucle de retour? Très concrètement, quand il est dans le scénario de la réception d'une alerte, on lui propose des causes racines, on l'aide dans le diagnostic et ensuite on va lui montrer. En fait, concrètement, il va avoir des fiches interactives dans lesquelles il va décrire les différentes actions qu'il a faites, les vérifications qu'il a fait concrètement sur la machine. Et donc, on va être capable finalement d'enregistrer tout ce qui a été fait et in fine d'avoir le résultat de l'analyse qui a été faite par le technicien. Et d'ailleurs, on va lui poser la question, on va lui dire d'où vient le problème? Est-ce que déjà il faisait partie de la liste qui a été proposée, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Et dans les deux cas, donc si effectivement le résultat du diagnostic c'est quelque chose qu'on lui avait proposé, ça va nous permettre de mettre un score finalement en face de chacune des routes causes pour faire en sorte que la prochaine fois que cette alerte va être générée, qu'on ait la cause la plus probable qui soit proposée en premier. Et puis, si c'est quelque chose qui n'existait pas, on va récupérer cette information pour pouvoir l'ajouter finalement dans la liste des routes causes. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps dynamique et qui nous permet d'enrichir vraiment le système en permanence. Je rajouterais qu'on est dans un contexte industriel où le choix il est assez facile. Il vaut mieux faire des suralertes, c'est-à-dire trop souvent au départ provoquer des alertes, quitte à déplacer un technicien pour aller analyser et donner son retour, que de manquer un cas. Parce que manquer un cas, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on aurait raté une prédiction sur un sujet qui est une défaillance majeure de l'organe de la machine. Donc, dans la conception du système et de l'intelligence artificielle associée à cette fonction de transfert, il vaut mieux partir par le début et leur demander à l'humain de venir calibrer par le bas, c'est-à-dire qu'avec trop d'alertes au départ, jusqu'à obtenir le bon seuil d'alerte. Parce que, encore une fois, le coût direct, c'est si on rate chez certains de ces clients, ça coûte très cher, quoi. On a vu dans le passé, par expérience de chez Megaterm, ce que ça pouvait coûter. Le but, c'est de ne pas les rater. Donc, au départ, c'est vrai que quand on a la mise au point, on attend de la boucle du retour cette démarche itérative pour améliorer la précision du système. Ouais, pour en revenir à ce que tu disais, on apprend en contrôlant l'objet, parce qu'on instancie une IA sur sa machine. Cette notion de contrôle doit se faire progressivement, de façon à dérisquer, et puis donner toute la confiance dans l'opérateur.
qui va dire bon bah ok, j'ai pas besoin que ça sonne tout le temps, j'accepte. Bon. Après, une IA comme un opérateur, c'est pas parfait. Et donc il faut une coopération qui puisse se prolonger. Est-ce qu'on a une autre question? Merci beaucoup pour votre question. Bonjour, merci pour la conférence. Bonjour. Pierre-Jean Buron, de la société Dimasco, on est des intégrateurs MES. En fait, j'ai une question par rapport au modèle IA. Est-ce que ça vous apporte beaucoup de plus-value par rapport à un modèle déterministe? En fait, j'ai l'impression que dans l'industrie, on peut résoudre beaucoup de problèmes via des simples modèles déterministes, via des régressions, du sorting, ce genre de choses. Et est-ce que ça apporte un réel plus d'avoir un modèle IA? Vous parliez d'analyse de signaux faibles sur vos fours de boulangerie. Concrètement, comment vous utilisez votre modèle IA dans ce cas-là et en quoi ça apporte un réel plus par rapport à un modèle déterministe? Donc on est donc sur la définition des modèles d'IA. Qu'est-ce qu'un modèle d'IA ou pas un modèle d'IA, si je comprends bien, par rapport à des modèles plus standards hein, de régression? C'est pas une problème de définition, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à des modèles déterministes d'utiliser des modèles IA et d'entraîner avec des datasets des modèles IA complexes? Ouais, par rapport à des modèles qui, eux, ne seraient pas forcément entraînés, qui seraient simplement statistiques, qui détermineraient sur la base d'un seuil, par exemple, exactement, par rapport à des une modèles alerte statistiques. sur les sujets. Parce qu'il y a tout un tas d'incertitudes liées aux datasets de données pour entraîner un IA. Alors, tout à fait. C'est une question très pertinente. Je vais me permettre une introduction, et puis Laurent, je te laisserai compléter. Très clairement, les algorithmes de machine learning, hein, c'est ceux qui résument la plus grande partie de l'apprentissage. Et donc, après, on a extrapolé dans le terme d'intelligence, hein, mais il y a vraiment beaucoup d'extrapolation. Hein, les psychologues pourront vous en parler. Alors, l'intelligence, il y a beaucoup d'autres choses que l'apprentissage. Effectivement, non, de manière générale, la vulgarisation du machine learning fait qu'avec notamment les réseaux de neurones et compagnie, on a une grande dépendance à son jeu d'entraînement. Et ensuite, on dit on va pousser ce modèle qui a appris sur un jeu de données, qui représente un contexte à un moment donné, et puis peut-être qu'effectivement, on n'a pas de valeur ajoutée par rapport à mettre une régression classique qui détecterait une alerte sur un seuil. Donc ça, c'est vrai. Il n'est pas toujours intéressant de mettre des modèles de machine learning. Ceci dit, ce qu'on sait, c'est qu'on ne va jamais s'arrêter de produire des grands volumes de données. Voilà, on continue, et puis c'est pas demain, je pense, qu'on va s'arrêter de produire des grands volumes de données. Plus on va avoir de grands volumes de données, plus on va avoir une représentation sous la forme des données de tous les contextes d'historique, de tout l'historique possible. Donc on a de grandes chances qu'avec ces grands volumes de données, on ait davantage de modèles et une plus grande précision de modèles que quand on met juste un seuil sur, entre guillemets, un modèle qui serait simple. Ça fonctionne donc effectivement quand on a des grands volumes. Quand on est sur des plus petits volumes, et d'ailleurs les tests, on parlait tout à l'heure en introduction dans les labos pharmaceutiques, c'est pas sur des cohortes de patients qui testent des médicaments, parce qu'on n'est jamais sur des échantillons. Pour le Covid, c'est un peu particulier, mais sinon, quand on teste des nouveaux médicaments, on n'est jamais sur des échantillons qui sont suffisamment représentatifs. Et donc, oui, on fonctionne avec des tests statistiques plus classiques, avec des méthodes plus classiques. Et là, il y a effectivement deux écoles académiques sur est-ce qu'un test statistique est plus puissant qu'un modèle de machine learning. Bon, on n'est pas là pour des débats d'experts. Moi, ma conviction, c'est que si on est face à un système dont on sait qu'il va générer beaucoup de données et qu'on est capable quelque part d'avoir cette boucle de feedback qui va donner cette supervision de la performance de l'algo, on a tout intérêt à opter dès le début pour un modèle de machine learning, même si on n'a pas un contexte parfait, et on va l'apprendre au fur et à mesure avec l'opérateur. Et puis, si on est dans un contexte où, de toute façon, il va être difficile, trop cher, trop compliqué d'obtenir trop de données, un modèle simple, à partir d'une règle définie intelligemment, qui peut avoir de multiples paramètres, qu'on peut fixer avec un expert, peut être plus approprié.
Moi, je rajouterais sur ce sujet-là, et j'aime bien votre question parce qu'elle est valide dans le monde de l'industrie. Il faut reprendre la modularisation dont je parlais tout à l'heure et dire quel est le problème que je veux résoudre. Et il y a dans l'industrie beaucoup de problèmes qui sont déterministes, effectivement, sur lesquels le machine learning peut être un peu trop cher à faire, et faire du déterminisme, c'est effectivement la bonne solution. Même des modèles prédictifs. Nous, on fait des modèles prédictifs qui ne sont pas forcément des modèles qui sont liés à du machine learning. Le ratio coût-réalisation et résultat est tout à fait abordable, et on fait pas mal de choses avec ça. Il y a d'autres problématiques dans lesquelles ce modèle déterministe n'existe pas, et surtout dans les chaînes de production qui sont de plus en plus complexes, où les interactions entre les différents systèmes, que ce soit des effets de production ou des effets de recettes dans les usines qui impactent, qui sont des facteurs d'influence, là, l'aspect machine learning apprentissage devient intéressant. On travaille sur des chaînes de fromagerie complètes, depuis l'introduction du lait jusqu'au fromage qui est découpé. Je peux vous dire que là, la somme des produits, des variables est extrêmement importante, mais l'aspect déterministe est pas du tout possible, parce qu'à part un peu d'expérience à un endroit donné, on voit bien qu'il y a des effets papillons partout dans toute l'usine. D'un côté, ça impacte de l'autre, etc. Et c'est difficilement explicite. Donc là, les algos sont vachement intéressants. Le machine learning, l'apprentissage sur des quantités de données devient intéressant. Donc je dirais, il n'y a pas un monde ou un autre, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on veut se fixer et quel est le problème à résoudre. Et à ce moment-là, on utilise la bonne méthode. Là, on est sur des systèmes physiques. Il ne faut pas oublier que l'industrie, c'est des systèmes physiques qui ont été ingénérés, donc il ne faut pas non plus oublier le sens physique du terme. On utilise des data scientists qui sont souvent des matheux qui oublient la physique. Et moi, j'essaie toujours de récupérer l'intelligence des mathématiques, mais pour le mettre dans un sens physique, parce qu'à la fin, on opère un four, et un four, c'est physique. C'est des baguettes qui rentrent, qui sont cuites, etc. Et donc il y a de la physique derrière. Donc je dirais, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une grosse partie des choses qui sont déterministes, et donc on n'a pas besoin de machine learning. Et si on fait bien les modèles, on arrive à bien se débrouiller, et ça va très vite. Et là, on va très très vite à livrer des modèles. Mais il y a des problèmes un peu plus compliqués d'optimisation, de gestion, de signal faible, mais qui ont des fortes interactions sur des multiples variables. Et quand on parle de variables, pour vous donner un ordre d'idée, la chaîne de fromagerie, c'est 4800 variables. 4800 variables, il n'y a personne qui peut analyser ça à la main. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur des sujets extrêmement complexes. Donc, je dirais, nous, on gère les deux. Et c'est sûr qu'il faut arriver à organiser la modularisation qui va bien, et surtout pas essayer de résoudre des problèmes plutôt simples avec des outils de machine learning. Ça, c'est un peu aberrant. Par contre, il y a des vrais problèmes intéressants à résoudre avec du machine learning. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le chrono. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Bon après-midi.